Salut à tous. Avant de démarrer ce nouvel épisode, on voulait vous partager la nouvelle offre entre Ouest France et le FC Lorient. Vous allez pouvoir vous abonner au journal, mais aussi assister à l'ensemble des matchs de la deuxième partie de saison au Moustoir, soit 9 rencontres à domicile. L'offre vraiment parfaite pour vivre peut-être la remontée des Merlus en Ligue 1. Vous avez 2 formules, mais attention, c'est une offre limitée et valable avant le 31 décembre. Il faut en profiter. Vous avez toutes les infos sur le site ouestfrance.fr. Bon épisode. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'antre du Moustoir. Bienvenue. Frappe de la brise et le deuxième but lorientais. Un jour ou l'autre, le moine, il faudrait qu'il prenne vraiment. C'est fait, la coupe est bretonne, la coupe est à Lorient. Bonjour Christian Gourcuff, pardon Christian. Voilà, bonjour, bonsoir. Ouest France, It West et Océane présentent toute l'actu du FC Lorient avec Baptiste Collier et Quentin Bourdon. Un podcast présenté par Romain Wex. Salut à tous, un déplacement chaotique en Corse, une 3e place au classement et un week-end de Coupe de France. Voilà l'actu des Merlus. On vous raconte l'envers du décor à Bastia. On va se demander aussi si le FC Lorient est dépendant de ses 2 absents, des 2 attaquants Bamba et Croupi. Et puis un petit coup d'œil aussi sur la Coupe de France avec donc ce déplacement en centre Val-de-Loire. C'est parti pour 15-20 minutes, juste sur le FC Lorient, juste pour les supporters. Bienvenue. Salut Baptiste. Salut Romain. Et salut Quentin. Salut Romain, salut Baptiste, salut à tous. Allez, on revient sur le match du week-end dernier sur la pelouse du Bastia. Pas de but, mais du carton rouge, du projectile et une interruption de match. Quentin, tu as été en Corse. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tous ces faits de match ? Eh ben, j'ai pas été déçu du voyage. Alors la partie a plutôt bien démarré malgré un froid de canard, mais ça c'est annexe. Et puis il y a eu quand même quelques lancers de bombes agricoles qui ont fait sursauter plus d'un. Il y a eu commencé à avoir ces jets de fumigène au bout de la 30e minute de jeu. L'arbitre a commencé à être un peu énervé. Ça a continué, le match a poursuivi et puis là c'est parti dans le folklore avec des jets de briquets, de boissons et même du carton, je crois, sur l'arbitre assistant. Et à ce moment-là, donc l'arbitre central, Willy Delageau, a demandé aux 2 équipes de rejoindre les vestiaires. Au début, on n'avait pas trop compris, nous, en tribune de presse. Et puis, c'est quand l'interruption a eu lieu qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait pas mal de projectiles auprès de l'arbitre de touche. Mais alors, l'arbitre de touche qui était à l'opposé de la tribune de presse et donc des tribunes, de la tribune où étaient les remplaçants des 2 équipes. Et voilà, donc il y a eu une interruption de 40 minutes. Nous, on était au courant un peu de rien, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et puis, fut un moment où voilà, le diffuseur du championnat nous a dit « Bon, les gars, on doit installer une caméra en conférence de presse, l'arbitre va prendre la parole ». Alors, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Les arbitres, ils ne sont pas du genre à parler ». Et l'arbitre qui prend la parole, je me suis dit « Bon, bah, c'est foutu, on a eu 30 minutes de jeu, on a fait un aller-retour en avion presque pour rien ». Et puis finalement, non, l'arbitre a dit que le match allait reprendre à 21h15, donc à cette heure-là, il était 20h55, je crois, et que la sécurité allait être renforcée. Bon, la sécurité n'a pas forcément été beaucoup renforcée, mais du moins ça s'est calmé. Le match a repris après donc 40 minutes d'interruption, ça a joué pendant 10 minutes, et puis c'était la mi-temps, et puis après il y a eu la deuxième période où ça s'est joué normalement, quoi. Ça a changé un petit peu la physionomie. Ça a changé un peu la physionomie du match ? Complètement. Alors, j'ai lu des trucs sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il ne faut pas tout lire, mais que le FC Lorient, c'était une faute professionnelle qu'ils n'aient pas gagné, que c'était une équipe sans âme. Je trouve ça lunaire parce que tu arrives à Furiani, c'est quand même une ambiance pesante, c'est un climat pesant. Quand tu joues dans ce stade, c'est pas facile. Tu joues 30 minutes, tu as une interruption de match de 40 minutes quand même. Après, tu reviens dans des vestiaires, tu dois te réchauffer 15 minutes parce qu'il fait un froid de canard et il faut se réathlétiser pour partir au charbon. Tu rejoues 10 minutes pour repartir en mi-temps pendant un quart d'heure. Et après, tu reviens à deuxième mi-temps et à 10 contre 11, Bastia, ils ont commencé à resserrer les rangs de partout. Lorient, pour moi, c'est pas une faute professionnelle de ne pas gagner. Alors certes, ils ont été en supériorité numérique pendant plus d'1 heure, mais c'est pas une faute professionnelle de ramener un point de ce déplacement à Furiani. Aucune équipe n'a gagné à Furiani cette saison. Lorient était amoindri, il n'y avait pas Mohamed Bamba, il n'y avait pas Junior Croupi, il n'y avait pas Pablo Pagis. Ce point pris et n'est plus à prendre et ça leur permet de faire continuer de faire tourner le compteur point et je pense que c'était l'objectif d'Olivier Pantaloni, surtout prendre un point, surtout vu les dernières prestations à l'extérieur.
On reparlera un petit peu des absents. Tu parlais de Krupé et de Bamba. On va en reparler dans cet épisode. Juste avant, eh bien, tu le disais, un point. On parle d'abord de la défense. On va écouter Julien Laporte. C'est toi d'ailleurs, Quentin, qui l'a interviewé à la fin du match. On l'écoute. Avec Quentin, on se connaît les yeux fermés. Ça fait un petit moment qu'on ne nous a pas associés tous les deux. Pour diverses raisons l'année dernière. Cette année, j'ai eu ma blessure aussi qui m'a fait prendre du retard sur Formose et Monta notamment. Donc voilà, maintenant, à chaque fois qu'on me donne l'occasion, j'essaie de répondre présent. Et je trouve que à chaque fois qu'on me l'a donné, j'ai saisi ma chance. Maintenant, voilà, c'est le jeu de la concurrence. On sait qu'on doit tous se tirer vers le haut. Donc c'est ce que j'essaye de faire parce que je pense que si je suis numéro 3, maintenant, moi, de faire bouger les choses à travers ce genre de match pour aller chercher ma place de titulaire. Le défenseur lorientais Julien Laporte qui se considère comme numéro 3. Comment vous l'avez trouvé, Quentin Baptiste, associé à Montassart Albi? On a l'impression que Laporte, qui a marqué en Coupe de France il y a une semaine, il est de retour physiquement aussi. Oui, très bien. C'est vrai que Laporte Albi, c'est un peu la charnière entre guillemets historique de ces dernières années. Ils se connaissent par cœur. Tous les deux s'apprécient énormément. Donc c'est vrai que Laporte n'a pas été épargné par les blessures. Il l'a dit, il revient bien et c'est vrai qu'on va en parler, mais il dit il est numéro 3 derrière Talbi et Formose Mendy. Voilà, il y a ce jeu de la concurrence qui va rentrer en ligne de compte désormais pour le coach. Avec ces trois défenseurs, Talbi, Laporte et Mendy, Lorient est bien outillé derrière et il y a ce jeu de la concurrence qui entre en ligne de compte avec un Laporte désormais qui revient à son niveau. Est-ce que pour toi, Baptiste, d'ailleurs, c'est le meilleur duo, ou en tout cas ça va devenir le meilleur duo pour cette deuxième partie de saison? C'est sûr que la concurrence est là. Franchement, c'est difficile de répondre à cette question parce que pour moi, le meilleur défenseur central depuis le début de l'année, c'est Formose Mendy et je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Il dégage une vraie sérénité. Il est vraiment costaud derrière. C'est vraiment le patron. Talbi, pour le coup, qui a fait une excellente première saison 2022-2023, mais pour moi, il n'a jamais vraiment retrouvé son niveau. Donc c'est pour ça ses performances sont un peu en dents de scie. Il a eu une expulsion à Pau, il me semble. Donc c'est pas le taulier qu'il a pu être. Après, Talbi, ça reste entre guillemets un joueur aussi à part, ça reste un cadre. Et dans une équipe, certains cadres sont plus difficiles, je pense, à sortir du 11. Si on caricature un petit peu, sortir Talbi, c'est un petit peu comme si on sortait Mvogo ou Abergel du 11 de départ. Donc, c'est pas forcément évident pour l'entraîneur Olivier Pantaloni de gérer ça. Et j'ai regardé un petit peu dans les stats. Talbi, depuis qu'il est à Lorient, en fait, c'est soit il est sur le terrain ou soit il est absent pour blessure ou pour suspension. Il a été une seule fois sur le banc depuis qu'il est arrivé à Lorient. C'était à Paris la saison passée. Donc voilà, Talbi, c'est soit il est disponible et il est titulaire ou soit il est blessé et suspendu. Donc c'est vraiment un cadre et je pense que c'est un peu compliqué pour Olivier Pantaloni de s'en priver et de le mettre sur le banc. Ce serait un signal fort. Mais c'est un problème de riche qui se présente à Olivier Pantaloni. On se souvient, lui, quand il était à Ajaccio, il n'avait pas forcément un effectif pléthorique. Là, il a quand même l'embarras du choix, parce que derrière, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a Nathanaël Adjei qui est disponible lui aussi. Donc voilà, après, le souci, entre guillemets, que j'ai avec Julien Laporte, c'est même pas un souci que j'ai avec lui, mais c'est qu'en termes de vitesse et de puissance pure, Formose Mendy, et comme tu l'as dit, Baptiste, c'est le meilleur depuis le début de la saison. Et en puissance et physique, c'est vraiment impressionnant. Là où Laporte et Talbi sont extrêmement complémentaires et ils l'ont prouvé en étant très bons à Bastia, c'est que l'un compense l'autre sans arrêt. Ils sont tout le temps dans l'anticipation, ils coupent les trajectoires parfaitement. Quand l'un est dans la sauce, l'autre vient l'aider. Ils se trouvent les yeux fermés, comme il l'a dit Julien Laporte, et c'est assez impressionnant à voir, c'est qu'ils dégagent une sérénité ensemble qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. L'année dernière, je me souviens, dès qu'il y avait une cagade d'un défenseur central, même si c'était une saison compliquée, une cagade d'un défenseur central, un de leurs coéquipiers n'arrivait pas à le suppléer. Là, franchement, à Bastia, c'était assez impressionnant comment les deux joueurs se comprenaient et s'aidaient et s'entraidaient. Et où Laporte peut être intéressant, c'est dans son placement, dans son expérience. Il connaît la Ligue 2 et dans les relances aussi. Donc c'est vrai que c'est comme tu l'as dit, Quentin, c'est un choix de riche, à moins d'aligner une charnière à trois têtes, Talbi, Laporte, Mendy, et comme ça tout le monde est sur le terrain. Mais le système à 3 a été utilisé qu'une seule fois et c'est pas le système préférentiel du coach. Donc non, je pense qu'il va rester à
à 4 derrière et à 2 centraux, donc il y aura forcément des choix. Après, avec le jeu des absences, des suspensions, des blessures, je pense qu'il y aura quand même besoin de tout le monde et tout le monde aura du temps de jeu d'ici la fin de saison. Ce sera des choix tactiques en fonction des capacités des uns des autres et en fonction des adversaires. Voilà, quand il y aura de la vitesse, je pense que voilà, Formose Mendy sera aligné, et quand il y aura besoin d'expérience, de sérénité et de lecture des trajectoires, bah voilà, Julien Laporte pour être aligné. Enfin, encore une fois, c'est un choix de riche, et tant mieux pour le FC Lorient, parce que en Ligue 2, on l'a vu l'an dernier, les équipes qui ont réussi à monter à la fin de saison, ce sont celles qui ont fait une excellente deuxième partie de saison. Donc voilà, ça peut jouer en faveur du FC Lorient. Et ça part d'une bonne défense, quoi. Le clean sheet fait du bien à Bastia, ça faisait un moment aussi. Lorient était souvent prolifique et efficace, enfin du moins marquait beaucoup de buts, mais en prenait aussi. Donc ce clean sheet, même si c'est face à une équipe en infériorité numérique pendant 1 heure, je pense que dans la tête, ça va aussi faire du bien et rassurer de ce point de vue-là, quoi. Un clean sheet à l'extérieur en plus. C'était pas arrivé depuis Martigues, donc la première journée de Ligue 2 cette saison. C'est vrai que défensivement, c'était plutôt un bon voyage à Bastia ce week-end. Côté attaque, c'est un peu moins réussi évidemment, puisqu'il n'y a eu aucun but. Et puis Quentin, tu vas nous dire 2 mots dans un instant. Tu as croisé Laurent Abergel, le capitaine, juste après le match. On l'écoute tout de suite, mais j'ai l'impression qu'il était un poil déçu. Avec le rouge, on s'est dit que peut-être que ça tournait en notre faveur. Et je pense qu'on aurait dû plus appuyer, plus leur faire mal, plus abuser de centre, plus abuser peut-être de la profondeur, de présence, dans la qualité de 1 contre 1. Ça les aurait peut-être mis un peu plus de difficulté, même dans les frappes. Frapper pour de bon, pour vraiment leur faire mal. Donc voilà, il manque cette folie dans les 30-40 derniers mètres. Il manque cette petite étincelle qui aurait fait la différence, et je pense qu'il aurait débloqué la situation. Il a manqué un peu de folie, Quentin ? Oui, clairement. Pas se mentir, c'est un bon point de prix, mais devant, c'est compliqué, parce que Olivier Pantaloni avait fait un choix fort, c'est d'aligner 3 milieux à vocation défensive. Donc il y avait Arthur Avomebong, Jean-Victor Makengo et Laurent Abergel. Il a voulu densifier le milieu de terrain pour répondre au défi physique des Bastiais, et surtout parce qu'il n'avait pas trop le choix, parce que il manquait quand même Pablo Pagiste, Junior Croupi et Mohamed Bamba offensivement. Donc il fallait qu'il trouve des options. Et donc là, il avait choisi de faire un 4-3-3 avec Sambou Soumano seul en pointe. Et Sambou Soumano seul en pointe, ça a été très très compliqué à Bastia. En pivot, il n'a pas réussi à faire le travail qu'il réussissait habituellement. Dans le défi physique, il s'est vraiment fait bouger. Et quand il s'est retrouvé devant le but, c'était trop mou. Il a été un peu transparent et pas à l'image de ce qu'il dégageait dernièrement. Et Sambou, j'ai quand même l'impression qu'il est plus à l'aise dans une attaque à 2 pointes, avec un relais comme Mohamed Bamba et Junior Croupi, qui sont capables de faire des déviations, de faire entre guillemets le sale boulot pour le mettre dans les meilleures dispositions. Ouais, t'as raison, Quentin. Soumano, Tozin, c'est clairement le duo entre guillemets pas de second couteau, c'est un peu péjoratif, mais pour moi clairement le duo de titulaire, c'est Bamba Croupi dans cette équipe. Donc on a clairement senti ce manque à Bastia depuis que Croupi est absent. On a quand même perdu un joueur qui était en pleine bourre, qui est resté sur 6 buts en 4 matchs. Donc c'est vraiment l'atout numéro 1. Et Bamba, même s'il marque moins, il est à 2 buts et 2 passes décisives. C'est quand même un joueur impactant. Il use une défense, dos au but, il est très bon. Il a un physique qui en impose. Donc sans ces 2 joueurs-là, c'est vrai qu'on peut parler d'une attaque clairement en manque d'atouts. Tozin et Soumano, ça reste des éléments intéressants. Soumano, c'est un bon joueur de Ligue 2, mais ça reste irrégulier, je pense, et Tozin aussi, depuis le début de saison, clairement me déçoit un peu. Il y a eu des bonnes prestations, mais je pense qu'il est capable de beaucoup mieux, notamment sur le début de saison. Donc, on sent clairement le poids de l'absence Bamba Croupi pèse, et c'était criant ce week-end. Donc, je pense que le retour de Croupi qui est annoncé contre 3 va faire du bien. Bamba, on n'est peut-être pas prêt de le revoir, mais au moins le retour de Croupi devrait donner un nouveau souffle à cette attaque, et il y en aura bien besoin. Bamba, c'est pas sûr de le revoir d'ici la fin de l'année. Il reste 2 matchs pour la Ligue 2 pour fin 2024. On a interrogé Olivier Pantaloni avant la rencontre contre Bastia, et il souffre d'une fissure au niveau de la cheville, Mohamed Bamba, et donc ils font très attention avec ça. Une fissure, c'est pas comme une fracture qui est nette, au moins on répare. Une fissure, on sait jamais trop comment ça soigne, et on lui a posé la question. L'absence est de quelques semaines, et il espère surtout
pas plus longue. Quentin, tu avais une bonne nouvelle pour les supporters. Oui, j'ai une bonne nouvelle pour les supporters, c'est que Junior Croupi est de retour à l'entraînement ce matin, donc ce mardi matin. Bon, bah ça en tout cas c'est important, on le verra pas en Coupe de France ce week-end. Ouais, il sera peut-être ménagé. Je pense que c'est pas le type de match, peut-être sur un terrain peut-être un peu compliqué. Non, l'idée est plutôt de le préserver encore. Mieux vaut ne pas revenir trop tôt et revenir plus tôt dans les temps et revenir bien comme il faut que de vouloir précipiter le retour et de se reblesser, quoi. Donc je pense que d'autant que c'est en Coupe de France contre une équipe de R1, il y a pas besoin de Croupi normalement sur ce match-là pour faire la différence. Surtout qu'il y a 3, mais après, il y a le gros match contre le Paris FC à domicile la semaine suivante. Voilà. Et on aura l'occasion d'en reparler avec un nouvel épisode de ce podcast, juste pour refermer la page Ligue 2, donc pour le calendrier. 2 réceptions pour terminer l'année, 3. Et le Paris FC, ce sera le 6 décembre et le 14 décembre. On parle de la Coupe de France désormais, c'est ce week-end. Le FC Lorient qui est au 8e tour face à l'US Monnaie, un club de R1, tu l'as dit Baptiste, en centre Val-de-Loire. Il y a 4 heures de route à peu près depuis Lorient. Ce sera samedi à 13h30. C'est la première fois de son histoire pour ce club qui arrive au 8e tour. On a demandé l'avis à Thomas Bourget, l'attaquant de l'équipe du Fief Geste. Est-ce que je prononce bien, Baptiste ? Alors là, je ne suis pas expert non plus de cette géographie. Désolé, peut-être le Fief Gesté. Bon, j'espère qu'on n'écorche pas trop. En tout cas, on lui a demandé à Thomas Bourget, l'attaquant, comment était cette équipe de Monnaie, puisque Fief Gesté s'est fait éliminer par l'équipe. Écoutez. Très bon attaquant, très bon numéro 10. C'est une équipe qui évolue en 3-5-2. Enfin, contre nous, évolue en 3-5-2. Après, derrière, il y avait un petit chauve là, je sais plus comment il s'appelle, mais qui était bon aussi, qui avait de l'expérience, qui a dû faire de la N3. C'est une belle équipe, hein, c'est clair. Pour moi, si Lorient passe pas, c'est une erreur professionnelle. Une erreur professionnelle. Est-ce que pour vous, Baptiste, Quentin, c'est plus un match piège ou vraiment ça va passer tranquillement ? Bah, c'est les matchs de Coupe de France, comme l'a dit Julien Laporte samedi soir, c'est les équipes professionnelles ont plus à perdre qu'à gagner, donc. Oui, c'est un match piège évidemment. En plus, le stade, bon, c'est une anecdote, mais le stade, je crois qu'il est sur un îlot en fait. Il est bordé de la Loire, ça va être assez marrant, je pense. Mais oui, ça sera une faute professionnelle s'il passe pas, évidemment. Après, oui, évidemment, je te rejoins là-dessus. Et match piège également, il faut se méfier, hein. Lorient n'a gagné que 2-0 entre guillemets contre une équipe de R2 au tour précédent. Donc, certes, c'était sur un terrain compliqué avec beaucoup d'absences. C'était la trêve internationale. Donc, il y a des aléas, mais là, c'est une équipe de R1. Logiquement, sur le papier, ça devrait le faire. Voilà, Lorient devrait être en 32e de finale. Le coach l'a dit, tant que cette coupe n'est pas pénalisante, c'est-à-dire avec des matchs qui interviennent en milieu de semaine, Lorient jouera la coupe. Donc, Lorient doit passer ce tour-là. Les 32e de finale tomberont également un week-end, donc ils le joueront aussi. Après, on verra. Je pense que la coupe n'est pas du tout une priorité, mais en tout cas, ce week-end, Lorient se doit de se qualifier, de faire le boulot, tout simplement. Et puis comme Lorient a un effectif hyper large, c'est l'occasion aux remplaçants de vraiment se montrer, d'avoir le couteau entre les dents et de marquer des points. Donc c'est la meilleure occasion, hein, parce qu'après, s'ils n'ont plus la Coupe de France pour s'exprimer, ils n'auront plus que des bouts de match. Donc c'est un peu maintenant ou jamais, quoi. C'est vrai, Laporte l'a fait contre Ruffiac, donc pourquoi pas d'autres, hein, sur ce match-là, ouais, parce qu'il y aura forcément des rotations encore, donc à voir, il y aura peut-être des bonnes surprises qui auront une carte à jouer ensuite en deuxième partie de saison. Voilà pour ce déplacement en Coupe de France, ce 8e tour face donc à l'US Monnaie, ce club de R1. Est-ce que Lorient va jouer rapidement pour terminer cet épisode? Est-ce que Lorient peut jouer la Coupe de France plus que le 32e après le 32e tour ou c'est vraiment focus Ligue 2 remonté en Ligue 1? Alors, j'ai pas en tête à partir de quel tour les équipes jouent en semaine, mais clairement, tant que la Coupe de France se dispute le week-end et que ça ne pose pas de soucis en termes de récupération, Lorient jouera le coup à fond. Dès lors qu'il faudra se déplacer peut-être un mercredi soir à l'extérieur pour un 16e ou 8e de finale, ça deviendra peut-être un peu plus problématique. Donc, clairement, le coach a été cash et je pense qu'il ne s'est pas caché. L'objectif, c'est de remonter en Ligue 1. La coupe, ils vont la jouer tant que ce ne sera pas pénalisant. Voilà. Donc, se faire sortir en 32e de finale, par exemple, avant Noël, ne serait pas non plus une catastrophe pour le FCL cette saison.
Et pour toujours plus de précision, les matchs en semaine en Coupe de France sont programmés pour les 16e de finale. Ce sera début janvier. Rendez-vous ce samedi pour le 8e tour. Le FC Lorient va faire face à l'US Monnaie, un club de R1 en centre Val-de-Loire. C'est samedi à 13h30. Ce sera donc le 8e tour de Coupe de France. Nous, on se retrouve dans 15 jours. Merci Baptiste, merci Quentin. On continue de vous lire sur Ouest France, évidemment, dans les colonnes de Ouest France. Et puis tous les résultats des clubs bretons, c'est aussi à entendre sur Océane et It West. Merci Romain. Merci Romain, salut à tous et bonne journée.